grave négligence pour leur apprendre à... La question qu'on se pose, c'est dans une affaire avec Anne Rambanier, Mathieu Chepinard, l'étude chez l'enfant. On a fait parler non pas des cloches ou des nounours. Est-ce que quelqu'un avait dit que la négligence n'existe pas chez l'enfant? Enfin, ça n'existait pas si on ne savait pas regarder les enfants. Les enfants cérébrisés ont des négligences droites, peut-être un peu plus souvent à droite que chez l'adulte. Et donc, on a débarré des nounours aux enfants, et ce qu'elle a montré, c'est que chez l'enfant, au départ, l'enfant va barrer au milieu, vers 3 ans, l'enfant commence le barrage en plein milieu, et puis il n'y a pas de stratégie vraiment définie. Et puis il va se mettre en place progressivement une stratégie qui est de la gauche vers la droite. Ce qui n'a pas été fait, et qui serait extrêmement intéressant, c'est de savoir si chez l'enfant qui apprend à dire de la droite vers la gauche, est-ce qu'on retrouve cette même évolution de stratégie de barrage qui n'était pas du langage. Est-ce que cette stratégie d'hyperaction vers la gauche, est-ce que c'est uniquement de la maturation cérébrale? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est induit par l'apprentissage de la lecture et de l'écriture? C'est débattu au niveau des équipes qui travaillent chez l'enfant et qui travaillent au niveau du développement. Merci Madame Pala. Moi j'ai une petite réflexion pour terminer concernant les troubles musiques. Il y a des messages simples qu'on donne aux parents. Déjà, le malade quand il rentre chez lui, on demande aux parents de mettre le malade pour s'asseoir du côté gauche du patient, de mettre sa télévision, de lui donner à manger. On le donne toujours du côté gauche. Le kiné aussi, il vaut mieux l'aborder du côté gauche pour le stimuler. Bon, ceci dit, vous avez abordé quelques troubles des fonctions supérieures qui aggravent les atteintes motrices. Il y a d'autres troubles, bien sûr, des troubles praxiques et autres. Ça pour dire la complexité de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Et le moyen le plus simple, c'est d'aborder ces malades d'une manière pluridisciplinaire. Et en éducation, qui est une spécialité pluridisciplinaire, là nous sommes dans un cas de figure, les hémiplégiques qui doivent être pris de façon pluridisciplinaire, où le rôle de l'ergothérapeute, le rôle de l'orthophoniste, le rôle du kiné et puis du médecin qui coordonne toute cette prise en charge. Encore une fois, merci de votre exposé. Et on passe, je pense, si vous êtes d'accord, avant d'aller déjeuner et avoir un déjeuner bien évité, terminer la dernière communication de cette première séance, l'application du tour posturaux et l'équilibre du patient cérébro-ménager. C'est bien, non? Oui. Donc on a encore deux thèmes. Madame Salah, qui est la présidente du congrès, vous êtes d'accord pour poursuivre avant le déjeuner ou je pense que mieux qu'on termine. On termine, il y a deux communications. Donc l'avant-dernière communication, c'est celle de M. Graciès concernant l'évolution du concept de l'éducation motrice chez les cérébro-lésés. Et on enchaîne tout de suite après, avant la discussion, par l'éducation des troubles posturaux et d'équilibre du patient cérébro-lésé. À vous, M. Graciès. Vous aurez remarqué que dans la présentation que j'ai pu faire tout à l'heure, on était très livresque, on a beaucoup lu, on a beaucoup parlé de ce qui se trouve dans la littérature, et là je vais faire exactement l'inverse, on va beaucoup parler de ce que nous on fait en pratique, dans notre pratique quotidienne avec les patients. Et donc je vais vous parler de deux choses. D'abord quelque chose que je n'aime pas appeler hémiplégie, qui pour moi s'appelle une hémiparésie, parce que l'hémiplégie n'existe pas. L'hémiplégie, ça voudrait dire les gens qui sont paralysés d'un côté, ce qui n'est pas nos patients. Nos patients ne sont pas paralysés, ils ont un trouble complexe de la commande d'un côté du corps et un petit peu de l'autre côté. Et ils sont plus que faibles, ils ont des hyperactivités musculaires, ils peuvent se faire appeler spastiques si l'on le souhaite, et ils sont déformés par ces hyperactivités, des raccourcissements du muscle. Donc si on veut être complet, dans une appellation un petit peu longue, mais au moins qui a le mérite d'être claire et complète, ils ont une parésie spastique déformante. Et ce que nous proposons pour appliquer un petit peu les données actuelles de la littérature sur la plasticité pour nos patients sont des contrats entre le thérapeute et le patient, des contrats où le patient travaille lui-même et des contrats où il est guidé dans son travail par le thérapeute. Alors qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite améliorer la fonction motrice, et pour améliorer la fonction motrice,
il faut déjà pouvoir améliorer une fonction qu'on appelle passive. Qu'est-ce que c'est que la fonction passive? C'est tout ce qui, si on prend l'exemple d'un membre supérieur, c'est tout ce qui est utile dans le quotidien sans forcément requérir l'activation musculaire dans ce bras. Par exemple, enfiler une manche, se nettoyer sous le bras, se nettoyer la main. C'est-à-dire en fait faciliter la mobilisation passive d'un bras. Ben déjà ça, c'est pas si facile que ça chez tous les patients. Il faut déjà s'occuper de la rétraction des tissus mous. On n'a pas fait aujourd'hui de présentation sur la physiopathologie de ce qui se passe dans la parésie spastique déformante, mais il y a un phénomène extrêmement précoce et extrêmement grave chez beaucoup de nos patients si on n'y prend pas attention, notamment en soins intensifs neurovasculaires, de rétraction des tissus mous qui se produisent sous nos yeux, sous notre garde, dans les jours et les semaines qui suivent l'accident vasculaire. Et un deuxième phénomène qui gêne le mouvement passif, c'est ce qu'on peut appeler la dystonie, c'est-à-dire ces hyperactivités musculaires qui sont présentes au repos, qui ne dépendent pas d'une commande motrice, qui ne dépendent pas d'une manœuvre d'étirement, qui sont là simplement, le muscle est actif trop tout le temps. Déjà, c'est assez ambitieux d'améliorer pour nos patients leur fonction passive, c'est-à-dire au moins qu'on puisse mieux les nettoyer, qu'ils puissent mieux se nettoyer avec l'autre bras, qu'ils puissent mieux s'habiller ou se déshabiller. Et puis c'est encore plus ambitieux d'améliorer la fonction active, qui sont toutes ces activités du quotidien, où là, pour le coup, l'activation motrice est requise dans le membre. Ça peut être la marche, si on parle de la jambe, ça peut être toutes les activités qui requièrent l'activation motrice au bras. Et pour le coup, non seulement il faut travailler sur la rétraction et la dystonie, mais là, il faut aussi s'attaquer à un gros problème, qui est la faiblesse, qui est ce déficit quantitatif de commandes motrices descendantes accédant au motoneurones. Et enfin, il faut travailler sur un autre phénomène que je n'ai pas encore cité, qui est cette tendance du cerveau, à cause des phénomènes de plasticité post-lésionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure, à diriger l'activation vers un agoniste, mais en même temps vers un antagoniste, et on appelle ça la cocontraction spastique aujourd'hui dans la littérature. Donc il y a plus d'obstacles au progrès de la fonction active qu'au progrès dans la fonction passive, il y a plus de difficultés pour nous, rééducateurs, thérapeutes. Et la première question qu'on s'est posée dans les 20-30 dernières années, c'est pour essayer de faire progresser notre patient, vaut-il mieux s'attaquer à son système nerveux dans sa globalité avec un traitement systémique, ou vaut-il mieux agir focalement, articulation par articulation, muscle par muscle? La réponse à cette question, elle est dans la littérature depuis maintenant au moins 10 ans. Je ne vais pas détailler cette diapositive, juste pour vous montrer que le travail a été fait, qu'à l'occasion d'une revue de la littérature, il y a une dizaine d'années, sur les 27 produits chimiques systémiquement administrés aux patients, qu'il s'agisse de baclofen, de benzodiazépine, de bloqueurs de canaux ioniques, de monoamine, de bêta-bloquants, de neuroleptiques et de cannabis, sur ces 27 agents, qu'ils soient utilisés oralement ou de façon intratécale, on a prouvé en gros que tous avaient un effet négatif sur la fonction active. Tous, sans exception, dans les études contre placebo. Je ne parle pas des études en ouvert où bien sûr tout est positif par contre. Je parle des études où les gens se sont risqués à tester leur traitement contre du placebo oral ou du placebo intratécal, et on a vu à chaque fois qu'on a mesuré une fonction active que cette fonction active était détériorée par le traitement. Donc nous ici, on a l'ambition d'améliorer la fonction active, on a donc l'ambition d'éviter des agents dont on sait qu'ils vont être non seulement des inhibiteurs de la plasticité, mais surtout qu'ils vont traiter les deux côtés d'une articulation de la même façon. Il faut respecter la réalité physique des forces qui s'opposent et qui se répondent de part et d'autre d'une articulation où il y a toujours deux muscles, l'un qui est raccourci hyperactif et parétique, l'autre qui l'est aussi. Sauf qu'il y a d'un côté de l'articulation un muscle qui est plus raccourci que son opposé, plus hyperactif que l'opposé et moins parétique que son opposé. Ça veut dire que les forces sont en déséquilibre. On le sait bien chez nos patients qui sont déformés. Ils sont déformés par des déséquilibres de force au doigt, au poignet, en pronation, en flexion, en adduction, en rotation interne, en extension, en inversion. On sait, dans la simple approche visuelle du patient, on connaît ce déséquilibre. Et la mise sous traitement systémique de ce patient va forcément affecter les mononeurones de chaque côté de la même façon. C'est pas très raisonnable avec ce qu'on sait aujourd'hui. C'est encore moins raisonnable si on sait que de ces deux muscles qui sont en déséquilibre de longueur, d'hyperactivité et de parésie, il y en a l'un
l'un des deux qui, s'il est traité, peut faire, non pas se normaliser, mais peut rééquilibrer au moins les forces autour de l'articulation. Il y a véritablement un rôle plus important dans la pathologie, dans la pathogénie, dans la création du trouble de déformation et de la dysfonction, un rôle plus important d'un muscle que de l'autre. Et si on s'attaque surtout à ce muscle-là que j'appelle le conditionneur, le muscle qui est le plus raccourci, le plus hyperactif et le moins parétique, si on s'attaque à lui, si on va traiter lui, on a des meilleures chances, probablement, de restaurer un peu de fonction que si on traite systémiquement nos patients. Donc le rationnel, la logique, c'est vraiment de s'attaquer à ce problème de déséquilibre des forces et d'accepter une approche mesurée, pas à pas, articulation par articulation, pour aider nos patients à restaurer sa fonction motrice. Alors on fait face à quoi? On fait face à une situation qui est bien connue, qui est le fait que lorsqu'on fait une statistique de la récupération moyenne de nos patients sur une population, beaucoup l'ont fait. Par exemple, Derek Wade, qui est un collègue anglais qui avait publié cette courbe très classique et très connue dans les années 80, on sait que cette récupération, la fameuse plasticité post-lésionnelle, elle existe, elle est présente dans les 3 à 6 premiers mois. Elle est peut-être encore un peu présente de 6 à 12 mois, puis après on sait bien que nos patients, si rien d'autre n'est fait, vont se retrouver sur un plateau. Ils ont récupéré un peu, une nouvelle fonction motrice anormale, et puis ils resteront là. Et ça, c'est la plupart de nos patients, si rien n'est fait. Et notre objectif, lorsqu'on lit la littérature des 20 dernières années sur la plasticité, c'est d'intervenir, de générer cette plasticité liée au comportement, de ne pas se contenter de la plasticité post-lésionnelle spontanée, et d'intervenir à un certain moment qui peut être J1, J3, M1 ou A10, à 10 ans de l'accident, et avec cette intervention, en suivant les préceptes que nous apprennent les études sur la plasticité, d'essayer d'effectivement faire s'améliorer la fonction d'une personne. Si on arrive à le faire pour une personne et qu'on arrive ensuite à le faire pour plusieurs, mais peut-être qu'on arrivera à créer une nouvelle statistique et que ces courbes disparaîtront de nos livres d'école. Alors, on reprend, on cherche à traiter 3 problèmes. Le premier problème, c'est la faiblesse, il va falloir le traiter. L'entraînement est prouvé dans nos études de plasticité, lorsqu'il est suffisamment intense, est prouvé comme étant un restaurateur de force motrice, on va en parler. Il faut qu'on traite l'hyperactivité, on a des méthodes très simples aujourd'hui qui sont des méthodes chimiques, on les a encore, mais ce ne sont pas les seules. Il y a des méthodes par alcoolisation, des méthodes par injection de toxines botuliques qui existent, qui ont le mérite d'être relativement simples et de ne pas trop diffuser dans le système nerveux systémiquement. Mais je répète, on va le voir dans un instant, elles ne sont pas les seules. Et on a enfin et surtout à traiter le problème physique, concret, réel, du raccourcissement des muscles, de la rétraction des tissus mous, qui est donc non seulement ce raccourcissement physique, mais cette perte d'extensibilité à longueur égale. On a plus de mal à étendre, à étirer un tissu mou qu'avant l'accident. Il faut s'attaquer à ces 3 problèmes si on veut avoir une chance de restaurer la fonction passive plus active du patient. Prenons l'exemple de la littérature sur le 3e de ces problèmes. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui en 2012 sur le raccourcissement et les traitements du raccourcissement? Eh bien, on sait beaucoup de choses. Il suffit de lire la littérature. Il y a environ, on va dire entre 100 et 200 études sur l'étirement musculaire. On sait que l'étirement est un facteur majeur de plasticité musculaire, c'est-à-dire de modification du muscle sous l'influence d'un facteur exogène. Et on sait que cet étirement, si on veut qu'il marche, il faut qu'il soit suffisamment fort et suffisamment durable chaque jour. Il y a une étude que je cite toujours parce qu'à mon avis elle n'a pas été dépassée, c'est l'étude de Louise Hadar de Sydney de 2005, qui est très simplement à appliquer à des patients des postures qu'on peut appliquer dès les soins intensifs neurovasculaires et qui est surtout important d'appliquer une fois que le patient est en service de rééducation, qui sont des postures. On place le patient dans certaines postures. Dans cette étude, Louise Hadar avait comparé une posture en rotation externe maximale, appliquée 30 minutes par jour, et une autre posture en flexion de l'épaule à 90 degrés, appliquée là aussi 30 minutes par jour. Et elle avait comparé entre S2 et S6, c'est-à-dire entre 2 et 6 semaines après l'AVC, 2 groupes de patients, un groupe qui était positionné comme ça, en flexion à 90 degrés, et un groupe en rotation externe maximale. Et les résultats étaient très clairs. Les résultats étaient les suivants. Le groupe qui avait été positionné en rotation externe maximale
avait été l'objet d'une réduction, tenez-vous bien, du développement des contractures, des rétractions. C'est-à-dire que même ce groupe-là qui était positionné une demi-heure par jour sur un groupe musculaire en maximal, si on étirait jusqu'à la douleur, on n'avait pas réussi chez ces patients à éviter le développement ultérieur des rétractions dans son groupe musculaire. Même la demi-heure en rotation externe maximale. Je ne vous parle pas de l'autre, le groupe qui était simplement posturé à 90 degrés de flexion sans faire de la flexion maximale, juste à 90 degrés. On n'avait aucune réduction du développement des rétractions, des extensions de l'épaule. Alors vous allez me dire, ça rend pessimiste? Non, ça ne rend pas pessimiste. Ce que Louis Hadar en a conclu à l'époque, c'était qu'il fallait démarrer dès qu'on pouvait une demi-heure par jour de posture en rotation externe maximale. Bon, c'est une conclusion raisonnable, scientifique, digne d'être publiée dans Archives. Mais je me permettrai d'aller un petit peu plus loin qu'elle et de proposer que, tout simplement, si on veut commencer à étirer un muscle, il faut l'étirer fort. Le maximal marche mieux qu'un angle arbitraire. Et il faut l'étirer longtemps, puisqu'une demi-heure ne suffit pas. Donc il faut l'étirer plus. Donc ce fameux groupe rotateur interne, si on veut vraiment préserver la longueur de ce groupe musculaire, il faut faire plus qu'une demi-heure. Voilà pour moi la conclusion de ce papier, qui est pour moi le papier, l'étude la mieux faite sur l'étirement, l'étude contrôlée la mieux faite sur l'étirement aujourd'hui, et qui est extrêmement claire, à mon avis, dans ce qu'elle indique sur ce qu'il faudrait faire pour éviter que les muscles ne se raccourcissent sous nos yeux pendant que les patients sont dans nos services, imaginez ensuite. Donc, effectivement, on applique des postures, on essaye, chacun dans nos équipes, de les faire appliquer, des postures qui impliquent différents groupes musculaires, des fléchisseurs plantaires, des rotateurs externes, des extenseurs de l'épaule, des extenseurs du poignet, des pronateurs. Donc il suffit de quelques sangles molletonnés, d'un petit peu de discipline de l'équipe aide-soignante et d'apprentissage de ces choses-là à l'équipe pour que, bon an, mal an, peu à peu, les postures se mettent en place et que nos patients soient un petit peu moins déformés à 3 mois, 6 mois ou 6 ans de l'accident que sans avoir mis en place ce traitement postural. Alors passons à un deuxième problème. Et on va passer à 2 problèmes en même temps. Le problème de la faiblesse. Le problème de la faiblesse se traite en fait avec des techniques qui traitent également, on le sait aujourd'hui, l'hyperactivité. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des techniques d'entraînement qui traitent à la fois la faiblesse motrice, c'est-à-dire cette diminution quantitative de la quantité de commandes accédant au motoneurone, et qui traitent en même temps cette augmentation quantitative de la commande allant à l'antagoniste. Ces techniques existent, elles sont aujourd'hui prouvées. On a vu ce matin que l'apprentissage de certaines capacités était requis et était capable d'éliciter de la plasticité. Je rappelle qu'il s'agit là de plasticité dans les zones non infarcies, non hémorragiques, non nécrosées. On parle bien de la plasticité dans les zones du cerveau qui sont peut-être en connexion avec la zone nécrosée, mais qui ne sont pas le siège de nécrose. On parle de plasticité de neurones vivants, de neurones qui n'ont pas été lésés, donc de neurones intacts. On parle de plasticité de neurones intacts et j'aime à rappeler ça parce que ça devrait nous pousser un petit peu à aller lire des revues de médecine du sport, à aller lire des revues d'exercice physique, littéralement de physiologie du sport, parce qu'il se trouve que la physiologie du sport aujourd'hui est à peu près 20 ans en avance sur les neurorééducateurs. C'est-à-dire sur nous autres qui nous occupons au quotidien de patients accidents vasculaires cérébraux hémiparétiques. Il suffit de lire les papiers de physiologie du sport de 2012 pour savoir ce qui se fera en 2032 pour l'hémiparétique. J'exagère un petit peu, c'est juste pour vous donner une image. On a avec les gens qui sont spécialisés dans l'entraînement sportif des techniques autrement plus sophistiquées que ce que nous on fait. Or, c'est la même problématique, puisqu'il s'agit là de faire progresser un cerveau qui est intact. Donc il suffit de s'intéresser un petit peu à ces techniques. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate, comme on l'a vu pour la plasticité dans le système nerveux central, que si on applique un certain niveau d'intensité à l'entraînement, cette intensité peut être représentée par la difficulté de la tâche demandée au patient ou bien par la répétition, et si possible par les deux. À ce moment-là, on a des chances de mettre en jeu une plasticité qui permettra au patient d'améliorer donc la fonction, ou en tout cas de lui faire récupérer l'exercice pratiqué. Alors, quelle technique existe ? Il y en a une qui est présente en pointillé dans la littérature depuis 15 ans. Au départ par une équipe allemande, Buteflich, et puis peu à peu une équipe de Hong Kong, puis d'autres. Et c'est la technique des mouvements alternatifs rapides. On est bien là dans la répétition, on est dans l'alternance de mouvements. Et au départ, Buteflich avait simplement fait une étude toute simple
où elle avait demandé à des patients hémiparétiques de faire 15 minutes 2 fois par jour des efforts de flexion-extension. Ça a l'air bébête, surtout la flexion. Je rappelle que souvent on voit encore dans les services des tests. Allez, essayez de serrer mon doigt, alors qu'en fait c'est l'extension qu'il faut tester chez nos patients. C'est bien que la flexion est déjà hyperactive. Peu importe, cette jeune collègue s'était intéressée à l'époque à faire 15 minutes 2 fois par jour, à faire à ses patients 15 minutes 2 fois par jour un effort de flexion-extension. Et elle avait prouvé qu'au bout de 2 semaines d'entraînement, eh bien la force de préhension, puisqu'il a encore été un but un peu étrange chez les hémiparétiques, mais bon, la force de préhension était augmentée par rapport à une prise en charge où on va dire que le travail actif n'est pas optimisé réellement. De façon similaire, 12 ans plus tard, Hu et collègues à Hong Kong ont prouvé qu'un simple programme simpliste, on pourrait dire, de mouvement alternatif de flexion-extension du coude a diminué les co-contractions. On est bien là dans ce que je vous disais tout à l'heure. Il existe aujourd'hui une technique d'entraînement moteur qui est à même non seulement d'augmenter l'accès aux motoneurones du muscle agoniste, mais de diminuer la co-contraction, la coactivation antagoniste, alors même que le patient cherche à faire une extension. Il a amélioré son extension, il a diminué sa co-contraction, il a donc une double façon d'améliorer son mouvement. Donc l'autre hypothèse est la suivante, on a vu ça ce matin, on sait que la plasticité post-lésionnelle existe. Dieu merci, elle bénéficie tout de même un petit peu à nos patients. Malheureusement, c'est une récupération qui, certes, apparaît assez rapidement dans les premiers mois, mais qui est incomplète, très incomplète, qui ne satisfait pas ni nos patients ni nous-mêmes. Et notre hypothèse, c'est qu'avec l'idée d'un entraînement intensif suffisant, on puisse obtenir une plasticité liée au comportement qui permette, certes peut-être un peu plus tard, mais d'obtenir une récupération réellement voulue par le patient, parce que nous on la veut toujours, et plus complète. Donc, que faire? Allonger des muscles pendant 45 minutes pour chaque groupe musculaire, ça va faire 6 heures d'allongement par jour. Entraîner le cerveau pendant des dizaines et des centaines de mouvements. Comment on va mettre en pratique ce type de programme? Comme je le dis souvent, on n'y arrivera pas. Que ce soit en Tunisie, au Mali, en France ou en Russie ou aux États-Unis, on n'aura aucun système dans le monde entier qui puisse prodiguer à nos patients suffisamment d'étirements, suffisamment de répétitions de mouvements actifs avec ce que nous aujourd'hui on appelle en 2012 la rééducation. C'est simplement pas possible. On n'a pas la force de frappe, on n'a pas la main d'œuvre, même dans les pays où la sécurité sociale marche relativement correctement, on n'aura pas la force de frappe. Donc c'est pas la peine de chercher à faire 6 heures de kinésithérapie par jour, on n'aura pas les ressources financières et peut-être les ressources de patience chez le kinésithérapeute pour faire travailler un patient 6 heures par jour. Donc la solution, elle a été inventée il y a bien longtemps, elle est de dire que la personne qui a ce temps-là et qui peut-être pourrait développer en lui-même ou en elle-même cette motivation-là, c'est le patient lui-même. Ça s'appelle l'auto-rééducation. Le problème de ce concept d'auto-rééducation, c'est qu'il a été essayé pendant longtemps, souvent dans différents centres, et que ça ne marche pas parce qu'il y a le phénomène psychologique normal de lassitude, qui est le fait que le patient compare les efforts consentis aux bénéfices ressentis, et pour lui il n'y a pas de comparaison, et il ne voit pas l'intérêt. L'effort consenti est énorme, on travaille 1, 2, 3 heures par jour, le bénéfice ressenti est souvent nul, et donc le patient, au bout de 15 jours, 15 mois, 15 semaines, s'arrête. Avec politesse en allant prévenir son thérapeute qu'il arrête, ou bien s'arrête tout court. Et donc l'auto-rééducation telle qu'elle est quelque chose qui est psychologiquement voué à l'échec. Donc quelle est la proposition? La proposition, elle est d'accompagner cette auto-rééducation, de l'agrémenter d'un système un petit peu enrichi, qui est celui d'abord d'un guidage technique. Le patient n'est pas ni kinésithérapeute, ni ergothérapeute, ni médecin, ni neurologue, et il a besoin de conseils, souvent répétés, souvent corrigés, souvent ajustés, pendant souvent très longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour comprendre comment faire son exercice. Et ce conseil technique, il faut que ce soit un thérapeute qui le donne. Le temps mis à donner ces conseils est beaucoup moins important que le temps qui serait mis à faire toutes les centaines de répétitions de mouvements qu'il faudrait. Donc, réservons déjà au thérapeute le temps de donner et de redonner, puis de redonner des conseils aux patients, par exemple, une séance régulière, tous les 15 jours, tous les mois, peu importe, mais pas forcément 3 fois par semaine. Et puis, il faut ici, effectivement, un guidage qui soit autre que technique, qui soit une sorte d'indissage psychologique. Ça s'appelle un contrat. Dans le concept humain de contrat, il y a l'idée d'un échange entre une personne et une autre. Tu donnes ça, je donne ça. Chacun se donne quelque chose. Et dans ce contrat-là,
le thérapeute va donner son guidage technique, va donner son avisage, va réajuster l'activité du patient, va le réencourager. Et puis le patient, lui, sa seule tâche, ce sera un, d'effectuer son exercice, et deux, de le noter. Les deux sont importants, de l'effectuer et de l'écrire. L'écriture de ce que le patient fait partie du contrat. En psychologie, il y a le concept de renforcement positif qui est utilisé ici. Plus on écrit sa performance, mieux on améliore la performance du lendemain. Donc l'écriture de ce qu'on fait partie du contrat. Le patient doit rendre à son thérapeute l'écriture de ce qu'il a pratiqué comme exercice tous les jours. Alors en pratique, ça donne quoi? Prenons le rôle du thérapeute. Le kinésithérapeute, c'est pas à ce moment-là le pratiquant de la thérapie. Ce n'est plus le pratiquant de la thérapie, c'est l'entraîneur de la thérapie au sens sportif du terme. Le kinésithérapeute, c'est celui qui est sur le bord de la piste avec un chrono et qui regarde le patient faire. C'est ça le kinésithérapeute dans ce système de contrat. Et ce système de contrat ne peut marcher que si le kinésithérapeute, je dis kiné, mais ça peut être un ergothérapeute, un éducateur physique ou un psychomotricien, le métier n'est pas en question ici, le thérapeute, à ce moment-là, doit avoir acquis la conviction et avoir accepté l'idée que les choses ne se feront pas en un jour ou en un mois. Et si le thérapeute accepte cette idée-là, le patient l'acceptera parce que le thérapeute lui enseignera. Et donc, si on associe ces deux concepts, que le kinésithérapeute est entraîneur d'une part et que d'autre part, on accepte l'idée que ça ne va pas prendre 6 semaines, que ça ne va pas prendre 6 mois, mais que ça mettra 2, 3, 5 ans, à ce moment-là, on a peut-être une chance de satisfaire tout le monde, en sachant qu'on n'aura pas des effets spectaculaires dans le premier mois, ni dans les 6 premiers mois peut-être même. Alors en pratique, ça donne quoi? Nous, on s'est permis d'écrire un manuel qui est aujourd'hui publié, qui s'appelle le manuel pour un contrat d'autorééducation guidée. On le donne aux patients et aux thérapeutes, et le thérapeute le lit sur le plan technique, le patient le comprend sur le plan, je dirais, plus humain, moins technique. Et ce manuel sert, avec chaque fiche, une fiche par muscle pour les différents exercices, de support pour cette autorééducation guidée. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la marche? Si on prend l'exemple de la marche pour un hémipharétique, c'est très important. On connaît les statistiques de la marche et on refait une littérature des 27 papiers en études contrôlées sur la marche de l'hémipharétique. Voilà ce qu'on a. Voilà la vitesse moyenne de marche, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la vitesse moyenne de marche des patients hémipharétiques pris à différents délais après l'accident vasculaire selon l'étude en question. Et on voit que sur ces études, eh bien, celles où on a étudié des cohortes de patients dans les premiers mois, on a des vitesses de marche qui sont, ma foi, assez faibles, entre 0,2 et 0,7 mètres secondes. Et puis, à partir d'un certain délai, qui est autour de 9 mois, on voit que toutes les vitesses de marche se stabilisent à une moyenne d'à peu près 0,7 mètres secondes. Alors, ça tombe mal, parce que 0,7 mètres secondes, c'est exactement la vitesse qu'il faudrait avoir dépassé pour utiliser sa marche dans la vie quotidienne, écologiquement, pour aller au centre commercial, marcher dans la rue, aller à la poste. On estime que c'est à partir de 0,7 mètres secondes de marche qu'on a cette capacité-là d'utilisation quotidienne. Les gens qui marchent en dessous de 0,7 mètres secondes restent à la maison. Les gens qui commencent à marcher à 0,7, 0,8, 0,9, on les voit partir, on les voit sortir, et tout le regard face à la vie change. Or, dans nos études statistiques sur les, on va dire, 20 dernières années, toutes les études concordent pour prouver que la courbe est la même que pour le bras, c'est-à-dire que la vitesse de marche se stabilise à partir de 9 à 12 mois à en gros 0,7, 0,8 mètres secondes. C'est une donnée statistique. Alors on est parti de cette donnée statistique dans notre équipe et on a essayé de travailler avec nos patients. Un exemple, je vais vous montrer quelques exemples maintenant. Jocelyne qui a 57 ans, qui a fait une grosse hémorragie intraventriculaire, hémisphérique avec diffusion intraventriculaire après un jour en août 2006. Voilà son hémorragie. Vous voyez qu'elle a la taille de la lésion n'est pas si énorme, mais elle est très 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 mal placée. Elle a complètement impliqué justement le cortex moteur et un petit peu le cortex nerf motrice supplémentaire. On a une hémorragie qui est également tétraventriculaire et on lui a demandé de se plier à un contrat d'autorééducation où sa tâche était d'effectuer des mouvements alternatifs rapides d'amplitude maximale. Il faut qu'il y ait difficulté. Si on n'est pas dans l'amplitude maximale, il n'y a pas assez de difficulté. Il faut soumettre l'exercice à la difficulté et évidemment non assisté, ce qui va assez contre ce qui est souvent pratiqué dans les gymnases de kinésithérapie. Alors ça donne quoi? Ça donne ça. On sait aujourd'hui que la flexion de hanche est un des mouvements essentiels qui permet la marche humaine.
Alors si je me retrouve, voilà. On demande à des patients, à leur niveau, de pratiquer des exercices de flexion de hanche alternative d'amplitude maximale. Alors, c'est bien, ça va nous raccourcir la présentation parce que les vidéos ne semblent pas tourner. Enfin, vous imaginez des patients qui font ce genre d'exercice, chacun à leur niveau, chacun à leur amplitude maximale. Certains ne font 30 degrés de flexion, d'autres 60, d'autres 90, d'autres 100. Et chacun essaye de faire de son mieux pour pratiquer l'exercice. Et on fait pareil pour un deuxième mouvement fondamental du membre inférieur qui est la dorsiflexion. On sait aujourd'hui, notamment, c'est prouvé depuis une étude australienne de Catherine Dean avec Dorsch comme premier auteur, qui est juste publié il y a 2 mois en fait, que les 2 mouvements fondamentaux du membre inférieur pour permettre, qui sont corrélés à la vitesse de marche et donc à la marche tout court, c'est bien la flexion de hanche et la dorsiflexion du pied, c'est rien d'autre. Tout ça, c'est le résultat d'une analyse multivariée où on a testé les forces de flexion plantaire, de flexion du genou, d'extension de hanche, d'abduction. Et on a bien montré que c'est bien la flexion de hanche et la dorsiflexion qui sont les 2 mouvements élémentaires les mieux corrélés et les plus explicatifs de la récupération de la marche chez nos patients. Donc ce sont ces 2 mouvements qu'on travaille. Je suis désolé que les vidéos ne marchent pas. Et en association à ce travail intense et répété de mouvements alternatifs rapides, on enseigne à nos patients, on éduque nos patients sur des techniques d'étirement où on va leur demander un grand nombre de minutes quotidiennes de posture en étirement du solaire, en étirement des jumeaux, en étirement des ischios, en étirement des abducteurs, etc. Et là, c'est pareil, je ne pourrais pas vous le montrer, c'est dommage. Vous auriez vu Jocelyne qui, en mai 2008, pratiquait ces exercices de flexion. Et on voit en fait sa flexion maximale dans l'image en haut à gauche. Et si vous l'aviez vu en 1 an et 3 mois plus tard, elle avait une bien meilleure flexion. Elle était à 110, 120 degrés de flexion de hanche avec beaucoup plus de rapidité. Elle avait récupéré une amplitude et une fréquence de mouvement bien supérieure. Et ça se matérialisait, c'est vraiment triste, par une capacité de marche bien améliorée avec une longueur de pas augmentée, une cadence augmentée et une fluidité de la marche bien améliorée. En fait, si on regarde les performances de cette patiente en particulier, qui a donc été prise au-delà d'1 an après son accident vasculaire, en l'espace de 2 ans de travail, elle a septuplé sa vitesse de marche. Alors, vous allez me dire, c'est pas difficile de septupler, elle est partie de très bas. N'empêche, au moyen de ce contrat d'autorééducation guidée, avec quelques injections ou ténotomies selon les cas, qui ont amélioré la capacité, la fluidité des muscles, notamment du relevé de pied, on a obtenu une marche à 0,9 mètres secondes qui est compatible aujourd'hui avec une déambulation, je dirais, à peu près sans trop de problèmes en extérieur, même si ce n'est pas une marche normale. Je passe sur cette évaluation-là. Alors, je voulais vous montrer un autre exemple d'une patiente qui avait un problème très particulier sur le droit antérieur. Malheureusement, effectivement, il y a un logiciel qui manque ici, donc je ne peux pas passer les vidéos. Mais vous auriez pu voir une patiente qui est prise 10 ans après son accident vasculaire et qui va faire progresser en l'espace d'un peu plus d'1 an sa vitesse de marche de 50%, uniquement en travaillant sur la flexion de hanche. Uniquement, puisque sa dorsiflexion était correcte. Et malheureusement, vous ne la voyez pas marcher. Mais toujours est-il que elle est passée de 1 à 1,43 mètres secondes, donc elle était déjà assez rapide, mais rapide suffisamment pour aller dans la rue, par contre, pas très à l'aise pour traverser la rue. On estime que l'inhibition au geste de traverser la rue, c'est 1,25 mètres secondes. C'est-à-dire on estime qu'il faut avoir passé 1,25 mètres secondes pour être moins inhibé dans la traversée de la rue. Cette patiente avait passé ce cap au bout de seulement 1 an et demi de travail. Alors, si on prend nos patients un petit peu, si on les regroupe en cohorte, on a fait une petite étude rétrospective dans les 3 dernières années. Et c'est un papier qui est actuellement proche d'être soumis. Là, c'est pareil, je ne peux pas vous montrer Raquel parce que je pense que ça ne marchera pas. Alors là, elle, c'était aussi assez spectaculaire. Elle avait augmenté en 2 ans sa marche de 128%, c'est-à-dire en fait, elle avait triplé sa vitesse de marche. Voilà, c'était son évolution de vitesse de marche et de longueur de pas sur juste 2 ans de travail, alors qu'elle a été prise elle aussi à 10 ans après sa lésion. Donc voilà, on est en train de publier avec un de nos collègues saoudiens, koweïtiens Salem Al-Kandari, une étude rétrospective sur tous nos patients
Et voilà en gros ce que ça donne. Sur 14 patients consécutivement traités en contrat et injectés, on a une récupération moyenne sur une période de 9 mois de 65% des vitesses de marche rapides et 50%, 49% des vitesses de marche spontanées. Si on prend des patients, et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que si on compare l'importance qu'ont eu les injections de toxine botulique à l'importance qu'a le simple passage du temps, c'est le passage du temps qui, en analyse multivariée, explique plus l'amélioration de la vitesse de marche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les contrats ont été plus importants dans la récupération du patient que le fait d'injecter des muscles. Donc c'est assez encourageant sur le fait que peut-être que d'ici quelques temps, on pourra commencer à se passer, non, peut-être pas se passer complètement des injections, mais en tout cas, les faire de moins en moins souvent. On voit bien d'ailleurs, si on regarde cette courbe, qu'autant la première injection semble avoir une certaine efficacité. Dès la première injection, le patient augmente sa vitesse moyenne de 16%. Autant par la suite, on a l'impression que le patient progresse plus en tardif qu'en précoce après l'injection. En tout cas, il n'y a rien qui nous indique que les 2 et 3e injections aient été vraiment si bénéfiques que ça pour nos patients. Lorsqu'on a pris nos patients, ceux des patients qui avaient reçu 5 injections consécutives, au bout d'1 an et demi, on avait plus d'un doublement de la vitesse de marche. Et là encore, on n'avait pas l'impression que l'injection était si importante que ça. Pour le bras, le principe est le même. On a demandé à nos patients, alors c'est pareil, je ne pense pas que la vidéo marchera, mais c'est pas très grave, de travailler sur des mouvements alternatifs rapides. Donc là, on voit une jeune patiente qui est prise à 2 ans de son accident. Et si vous pouviez voir cette vidéo, vous verrez qu'elle ne peut pas effectuer une flexion de l'épaule, qu'il faut en fait qu'elle balance son corps pour avoir peut-être 5 degrés de flexion de l'épaule. Elle a ce que d'aucuns appelleraient une plégie quasiment, c'est-à-dire vraiment un bras pour le coup presque plégique. Et en fait, en l'espace de 2 ans, c'est ce que je vous aurais montré là, avec un contrat où on lui apprend les méthodes d'étirement du manchette du triceps, des adducteurs, des fléchisseurs du coude, du carré pronateur, du rond pronateur, des fléchisseurs du poignet et des doigts. Un contrat où on lui apprend comment travailler ces mouvements alternatifs rapides, en flexion de l'épaule, en abduction de l'épaule, ainsi de suite, en extension de coude, en rotation externe, en flexion de l'épaule, coude fléchi, c'est-à-dire un travail visant à réduire l'éco-contraction du long chef du triceps. On apprend à cette patiente tous ces différents mouvements et elle s'est mise au bout d'un certain moment à les faire parce qu'il y a chez certains patients une sorte de résistance au départ, ça va un petit peu contre l'ambiance traditionnelle où en gros le travail physique est pris en charge et pratiqué par le kiné mais pas tellement par le patient. Et après un moment de résistance, cette patiente s'était mise à vraiment faire son travail quotidien, à rendre ses registres d'autorééducation. Et on s'était aperçu, alors là je ne vous le montrerai pas, mais peut-être que la photo vous suffira. Donc le contrat, elle le rend chaque mois ou chaque quinzaine, et on voit que chaque mouvement a été pratiqué, elle note le nombre de mouvements pratiqués en 30 secondes ou en 1 minute. Et cette patiente, en l'espace de 3 ans de travail, était arrivée à peu près 180 degrés de flexion de l'épaule. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir la vidéo, mais on était passé en gros de 5 à 10 degrés à 180 degrés de capacité sur les agonistes, c'est-à-dire les flexions de l'épaule, à obtenir une flexion d'épaule, ce qui est concomitant à une amélioration fonctionnelle majeure des capacités à utiliser le bras dans un geste de la vie quotidienne. Là aussi, j'avais un autre patient qui a considérablement, c'est une hémiparésie infantile, quelqu'un qui est arrivé avec un poignet fixé à 90 degrés, et qu'au bout de 2-3 ans de travail, avait une flexion de l'épaule, une extension du poignet, quasiment, non pas normale, mais nettement améliorée. Je passe sur des vidéos que vous ne verrez pas. Pour terminer en vous disant que si on travaille avec l'idée que c'est le patient qui travaille, si on travaille avec l'idée que notre travail c'est d'encourager le patient et de le guider, on peut avoir une séance d'1 heure et demie tous les 15 jours, puis tous les mois, et c'est largement supérieur à ce qui a été proposé dans la littérature jusqu'à présent avec des séances de 20-30 minutes, 3 fois par semaine pendant X temps. C'est-à-dire qu'on est là dans un contrat où c'est le patient qui fait le travail de rééducation et pas le kinésithérapeute. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Graciès, pour donc la rééducation et le concept de rééducation que vous pratiquez dans votre service. Donc, je ne sais pas si... On arrête la rééducation, il n'y aura plus d'amélioration. Parce que chez nous, surtout la prise en charge par le CNAM, c'est maximum 6 mois à 1 an, et ensuite le malade il est délaissé et il garde des séquelles très importantes. Oui, c'est un petit peu comme aux États-Unis, même c'est plutôt mieux que là-bas. Écoutez, c'est très simple, on l'a bien vu ce matin et je le répète, la plasticité du système nerveux central existe quand on a 90 ans d'âge et si on est 50 ans après la lésion. Il n'y a pas une notion de temps à partir duquel la plasticité n'existerait plus. La plasticité existe chez tout cerveau intact à tout moment après la lésion. Donc ce concept de dire et de justifier l'arrêt d'une rééducation sur l'idée fallacieuse que le patient ne progresse plus, ça n'a pas de signification. Le patient peut progresser à condition qu'il se mette à travailler. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à convaincre le thérapeute et ensuite le patient de s'engager dans cette voie-là, de s'engager dans un contrat. Et ça nécessite peu d'argent, quasiment pas, en tout cas sûrement pas plus qu'une kinésithérapie habituelle, plutôt un peu moins. Et ça nécessite surtout un changement d'état d'esprit, de mentalité. On ne peut pas justifier aujourd'hui l'arrêt d'une rééducation, encore moins d'une hospitalisation, parce que le patient progresse plus. Le concept de progrès est uniquement dépendant du travail qui est pratiqué. Concernant l'alcoolistrophie, on en voit encore beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas des préventions de l'épreuve? On me pose souvent la question. J'ai effectivement été interne dans les années 80, puis au début des années 90, dans le service de Pascal à la Salpêtrière. Et à cette époque, quand j'étais interne, on avait 24 filles, une vingtaine de filles, donc on avait 12 filles chacun par exemple. Et on avait, je dirais, facilement 2 tiers des patients qui posaient un problème de douleur à l'épaule ou à la main ou les deux. Et 2 tiers des patients chez qui on disait tiens, c'est une algo. Bon. Et puis, je regarde aujourd'hui le service dans lequel je travaille et je m'aperçois que cette proportion est passée soit à 0, soit à 0,5. C'est-à-dire qu'on a plus. Ça n'existe plus. Et je pense qu'il y a réellement un bénéfice inhérent au travail actif, antalgique et antistressé. Je pense que le travail actif est prouvé aujourd'hui comme antistressé. Et il est également, et il sera de plus en plus prouvé comme antalgique. C'est un traitement antalgique que de demander à un patient de faire des efforts actifs, répéter son pause, etc. C'est un traitement et c'est l'inverse qui souvent a été pratiqué. À cause de théories mal comprises, mal enregistrées, mal lues, comme celle de Novat par exemple, où on a en fait enfermé les bras dans leur décharge en quarantaine. Et là, ça c'est une très jolie solution pour avoir une algo des œdèmes et des doses. Et je pense que lorsque vous commencez à demander à la patiente de faire un travail actif,